Lorsque le camp de concentration de Plaszow fut libéré, les horreurs commises sous les ordres d'Amon furent révélées au grand jour. Goethe, un officier SS dont la cruauté semblait sans limite. Il tirait du balcon de sa villa pour s'amuser, battait des prisonniers à mort et punissait des groupes entiers pour la faute d'un seul. Mais ce que peu savent, c'est que la SS elle-même finit par l'accuser de corruption, de vol de biens confisqués et d'abus de pouvoir. Il fut arrêté en 1944 par la même organisation qui l'avait élevé au rang de supérieur, non pas pour des raisons d'humanité, mais pour avoir violé la loi nazie en s'appropriant des biens appartenant au Reich. Amon Goethe fut capturé, jugé pour crime contre l'humanité et condamné à mort pour le meurtre de plus de 10 000 personnes. Son procès à Cracovie révéla des horreurs longtemps enfouies. Exécutions arbitraires, châtiments collectifs, corruption et recours à la terreur comme moyen de contrôle. Il fut pendu le 13 septembre 1946, non loin de l'endroit où il avait semé la peur. Ses derniers mots auraient été « Heil Hitler ». Ainsi s'acheva la vie de l'un des bourreaux les plus redoutés du régime nazi. Comment créer un monstre? La frustration sociale à Vienne qui a transformé Goethe en national-socialiste, né le 11 décembre 1908 à Vienne, Amon Leopold Goethe naquit dans une ville encore imprégnée des échos de l'empire austro-hongrois. Enfant unique d'une famille aisée de la haute bourgeoisie, il était le seul enfant de sa famille. Son père, Amon Franz Goethe, dirigeait une maison d'édition réputée, tandis que sa mère, Bertha Schwentner, s'occupait du foyer. Tous deux étaient de fervents catholiques, mais surtout de fervents nationalistes. Chez eux, l'ordre, la discipline et le devoir étaient des valeurs indiscutables. Cependant, le contexte ne favorisa pas l'éducation de la famille Goethe. Vienne, après la défaite de l'Empire lors de la Première Guerre mondiale, fut plongée dans l'instabilité, ce qui entraîna la pauvreté, le chômage et l'humiliation nationale consécutive au traité de Saint-Germain, qui imprégnèrent l'imaginaire collectif des jeunes Autrichiens. Peu à peu, cela créa un terreau fertile pour l'émergence du ressentiment, de l'ultranationalisme et des idéologies extrêmes. Dès sa jeunesse, Amon afficha une personnalité réservée mais hautaine et fière. Il n'était ni particulièrement brillant à l'école, ni particulièrement sociable. Cependant, il possédait une détermination d'acier, une volonté de fer qui allait bientôt trouver son origine dans la politique radicale. Adolescent, Goethe fut attiré par le nationalisme allemand et les mouvements antisémites qui proliféraient dans la Vienne de l'entre-deux-guerres. C'est pourquoi, en 1925, à seulement 17 ans, il rejoignit une organisation paramilitaire nationaliste, la Heimwehr, une milice autrichienne d'extrême droite. C'est là que le jeune Goethe apprit à manier les armes, à obéir sans poser de questions et, surtout, haïr. À cette époque, l'antisémitisme n'était plus seulement une idée véhiculée dans les livres ou les discours, mais une pratique concrète dans la rue. Les complots sur une prétendue domination juive dans le commerce, la presse et la politique étaient monnaie courante, et Goethe assimilait ces idées avec une dévotion quasi religieuse. En 1930, alors que l'Autriche était encore formellement une république démocratique, Amon Goethe franchit le pas décisif qui allait façonner son destin. Il rejoignit le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, dirigé par Adolf Hitler. Bien que le parti fût illégal en Autriche, ses liens avec le mouvement nazi en Allemagne étaient évidents. Goethe participa à des activités clandestines, servant d'agent de liaison et diffusant de la propagande. Il fut arrêté à plusieurs reprises par la police autrichienne, mais cela, loin de le décourager, ne fit qu'accroître sa ferveur idéologique. En 1931, il rejoignit la SS, la redoutable Schutzstaffel, l'élite du mouvement nazi, qui était encore à l'époque une organisation paramilitaire servant de bras armés ou de garde du corps d'Hitler. Son numéro de membre, le 43 673, est un fait historique, mais il marqua son entrée définitive dans la machine de l'horreur. Au sein de la SS, Goethe s'imposa comme un fanatique sans scrupules, prêt à tout pour la cause de la race aryenne. Au cours des années suivantes, son implication dans des activités terroristes s'est accrue.
Il a participé à des attaques contre des infrastructures, organisé des sabotages et collaboré à la contrebande d'armes d'Allemagne vers l'Autriche. En 1934, lorsque les nazis ont tenté un coup d'État manqué en Autriche, Goethe a été directement impliqué. Il a été persécuté par les autorités et pendant un temps a vécu dans la clandestinité. La chance a tourné en 1938 avec l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par le Troisième Reich, où les nazis ont pris le pouvoir sans coup férir, et d'anciens conspirateurs comme Goethe sont sortis de l'ombre en héros. Il a été promu au sein de la SS, récompensé pour sa loyauté et son engagement. À cette époque, Amon Goethe avait 30 ans. Il n'avait ni carrière civile ni études universitaires. Sa vie était entièrement vouée à l'idéologie nazie et l'antisémitisme était son véritable foyer. Son avenir résidait dans les rangs du pouvoir totalitaire qui s'étendait de Berlin à l'Europe de l'Est. Ses convictions personnelles, mélange mortel de fanatisme racial, d'antisémitisme violent et d'ambition personnelle, le poussaient vers le destin qu'il allait bientôt assumer, commandant d'un camp de concentration. Sans le savoir encore, Goethe marchait déjà inexorablement vers Plaszow. L'escalier sombre, l'ascension de Amon Goethe dans les rangs du parti nazi. Avec l'annexion de l'Autriche au Troisième Reich en 1938, Amon Goethe cessa d'être un conspirateur clandestin pour devenir un représentant officiel du nouvel ordre. L'appareil national-socialiste était désormais déployé avec légitimité, et ceux qui avaient risqué leur vie pour le mouvement furent récompensés par le pouvoir et l'autorité. Membre actif du parti à partir de 1930 et de la SS à partir de 1931, Goethe gravit rapidement les échelons du nazisme. Il fut affecté au Sicherheitsdienst, le SD, le service de sécurité SS, sous le commandement de Reinhard Heydrich. Le SD n'était pas simplement une force de police secrète, c'était le fer de lance idéologique du régime, chargé d'identifier, de surveiller et d'anéantir les ennemis de l'État. Goethe trouva sa place dans cet environnement, un monde où la haine et l'efficacité étaient monnaie courante et où la cruauté était récompensée par une promotion. Son travail consistait initialement en des missions de renseignement et de surveillance, mais il passa rapidement à des opérations sur le terrain. En 1939, après l'invasion de la Pologne, Goethe fut envoyé dans les territoires occupés par le Reich. Là, la mission était claire. Exterminer la résistance polonaise, déporter la population juive et instaurer la domination allemande. Dans le district de Lublin, dans l'est de la Pologne, Goethe commença à se faire connaître comme agent de liaison entre le SD et la SS, Totenkopfverband, les unités chargées de l'administration des camps de concentration. Ce faisant, il se familiarisa avec les procédures qui allaient devenir les rouages de la machinerie de l'Holocauste, la déportation des Juifs, l'expropriation des biens matériels, des œuvres d'art et des objets anciens et, finalement, le meurtre et l'extermination systématique devinrent son nouveau langage. Goethe apprit avec ferveur, en observant ses supérieurs, ce qui lui permit de s'adapter et d'exceller rapidement. C'est là qu'il rencontra Odilo. Globoknik, le chef SS du district, est l'un des principaux architectes de l'opération Reinhard, la deuxième étape de l'Holocauste, l'extermination systématique des Juifs polonais, qui a suivi l'opération Action T4. L'opération Reinhard, qui dura de 1942 à 1943, fut à l'origine de la construction des camps d'extermination de Belzec, Sobibor et Treblinka. Plus de 2 millions de personnes y furent assassinées dans des chambres à gaz, une phase précoce de la Shoah. Goethe fut non seulement témoin, mais aussi acteur de cette machinerie. Il se vit confier des tâches spécifiques telles que la coordination des déportations des ghettos vers les camps d'extermination, la supervision, exécution sommaire, organisation des lignes de ravitaillement nécessaires et assurance d'un transport efficace. Durant ces années, son nom commença à circuler comme celui d'un officier impitoyable, incorruptible dans sa loyauté envers le Reich, mais aussi animé d'un goût prononcé pour le pouvoir personnel et la violence gratuite. En 1942, il reçut l'une de ses premières missions d'envergure,
participer à la liquidation du ghetto de Lublin. Goethe dirigea les opérations d'une main de fer, coordonnant l'arrestation et le transport de milliers de Juifs vers les chambres à gaz de Belzec. Ceux qui étaient inaptes au travail forcé étaient fusillés en pleine rue, en plein jour. Les rapports de l'époque soulignent son efficacité et sa brutalité. Son ascension au sein de la hiérarchie SS semblait inéluctable. L'année suivante, en février 1943, il reçut sa mission la plus importante. Il fut chargé de superviser un nouveau camp de travail forcé près de Cracovie, dans les collines de Plaszów. L'objectif était d'y transporter les prisonniers du ghetto de Cracovie qui seraient liquidés le même mois. La tâche était ardue. Construire un camp, gérer le travail forcé et éliminer toute résistance. Goethe accepta le défi avec enthousiasme, voyant dans cette mission l'occasion non seulement de démontrer sa loyauté, mais aussi de consolider son pouvoir personnel. Il n'était plus un simple homme de main. Il allait désormais devenir un commandant. La liquidation du ghetto de Cracovie était sa marque de fabrique. Le 13 mars 1943, Amon Goethe mena l'opération qui divisa les prisonniers entre ceux aptes au travail et ceux voués à l'extermination. Des milliers furent exécutés dans la rue ou déportés à Auschwitz. Les survivants furent envoyés à Plaszów, un camp encore en construction. Goethe n'hésita pas à procéder lui-même aux exécutions. Il devint le visage de la terreur pour les Juifs de Cracovie. Sa silhouette, à cheval, vêtue de son uniforme SS noir, fouettant les prisonniers et abattant quiconque quittait la formation, resta gravée dans la mémoire des survivants. C'est d'ailleurs là qu'il acquit son sinistre plaisir personnel, celui qui le distinguait des autres officiers nazis. Il aimait exécuter les prisonniers d'un coup de feu au hasard, sans sommation ni justification, parvenant ainsi à imposer un état de terreur permanent. À son arrivée au camp de Plaszów, le jeune officier acheva sa métamorphose, passant d'abord de militant nationaliste à terroriste, puis de terroriste à bureaucrate de la mort. Sa carrière était en plein essor, mais son humanité déclinait en proportion inverse. En peu de temps, Goethe transforma Plaszów d'un camp de travail forcé improvisé en un centre d'extermination systématique. Efficacité, obéissance et terreur étaient ses outils de contrôle. Il ne rendait compte qu'à ses supérieurs SS, qui le considéraient comme un officier axé sur les résultats. Le camp de Plaszów s'agrandit rapidement sous son commandement. Il passa de quelques milliers de prisonniers à plus de 20 000 âmes, dont des Juifs, des Polonais et des Roms. Goethe, dans sa villa construite à côté du camp, vivait dans le luxe, confisqué à leurs victimes. Chaque objet ménager, chaque tableau, chaque couvert était le butin d'une politique de pillage systématique. Son pouvoir était quasi absolu. Il pouvait tuer un prisonnier pour être arrivé en retard, pour avoir regardé un garde dans les yeux, pour s'être effondré d'épuisement au travail, ou simplement parce qu'il en avait envie. Et il le faisait. Son Mauser toujours à portée de main, il abattait du balcon de sa maison quiconque bougeait. La figure de Amon Goethe symbolise l'union mortelle de l'idéologie et de l'opportunité. Son ascension au sein du parti nazi et de la SS ne fut pas celle d'un homme charismatique ou brillant, mais celle d'un fanatique utile, prêt à se salir les mains là où d'autres fermèrent les yeux. À Plaszów, Goethe devint juge, bourreau et maître absolu. Son pouvoir ne connaissait aucune limite. Ses décisions faisaient loi. La vie et la mort se résumaient à un simple geste de la main. Il était un rouage efficace d'un système génocidaire, mais il était aussi plus que cela. C'était un sadique, un opportuniste, un homme qui trouva dans le nazisme non seulement une idéologie, mais aussi un prétexte pour libérer ses pires instincts. L'histoire n'a pas encore atteint son paroxysme, car à Plaszów, le pire était encore à venir. Les jours du bourreau, le régime brutal de Goethe au camp de concentration de Plaszów. Colline de Plaszów, au sud de Cracovie, sur les ruines de 2 cimetières juifs, allait s'élever l'un des camps les plus tristement célèbres du régime nazi. Le camp de travail de Plaszów fut initialement créé comme une solution temporaire, un lieu de transit, un lieu de concentration des Juifs du ghetto de Cracovie avant leur déportation vers les camps d'extermination.
mais sous le commandement d'Amon Goeth se transforma rapidement en un enfer isolé. La construction du camp commença en décembre 1942 avec le lancement de l'opération Reinhard, mais son expansion accélérée eut lieu en mars 1943, juste après la liquidation du ghetto. Les premiers prisonniers arrivèrent au son des coups de feu et des cris, beaucoup déjà blessés, d'autres désorientés. Ce qu'ils découvrirent n'était pas une structure organisée, mais un terrain vague, à peine clôturé, où la violence remplaçait tout ordre écrit. La seule loi qui existait était le fusil du commandant. Goeth prit le commandement avec pleine autorité ce même mois de mars. Il s'installa dans une villa à côté du camp, d'où il supervisait tous les déplacements. La maison avait appartenu à une famille juive déportée et leurs biens, désormais pillés, décoraient la nouvelle résidence du commandant. La logique qui prévalait à Płaczów n'était pas seulement celle du travail forcé, c'était celle de la terreur. Amon Goeth était convaincu que la peur absolue était le meilleur moyen de contrôle. Il instaura donc une routine quotidienne d'exécutions arbitraires, de châtiments exemplaires et de violences systématiques. Chaque matin, les prisonniers étaient alignés pendant des heures en plein air. Le moindre mouvement inhabituel, le moindre regard suspect était puni de mort immédiate, mais ce n'était pas tout, car la mort pouvait être infligée. Il fallait arriver par tous les moyens, même si les prisonniers se comportaient de manière exemplaire. Après le petit déjeuner, Goeth sortait souvent sur le balcon de sa villa, fusil à la main, et, profitant de tout son temps, pointait son arme sur différents prisonniers, dans un jeu de sélection pervers. Puis, il tirait au hasard, hommes et femmes, justifiant ses actes par des documents déclarant qu'il les considérait comme improductifs, ou simplement par l'invention d'un crime arbitraire. Cependant, à l'intérieur du camp, il n'avait besoin d'aucune excuse. Sa volonté faisait loi. Le jeu sinistre de Goeth ne suffisait pas. La vie de ceux qui survécurent à cette routine mortelle était tout aussi effrayante. Les baraquements étaient inadaptés et insalubres. Surpeuplés, mal nourris, infestés de rats et de puces, les prisonniers vivaient dans des conditions inhumaines. La ration quotidienne suffisait à peine à les maintenir sur pied. Nombre d'entre eux moururent de faim, de maladie ou d'épuisement. D'autres furent tout simplement exécutés, participant à ce spectacle quotidien de cruauté. Sous son administration, Płaczów devint un microcosme de l'horreur nazie. Bien qu'officiellement camp de travail, il fonctionnait également comme centre d'extermination, utilisant des méthodes plus lentes mais tout aussi meurtrières. Enfants, personnes âgées et malades étaient considérés comme inutiles. Leur sort était immédiat. Une balle dans la nuque ou une fosse commune. Parmi les plus redoutés figuraient les kapos, prisonniers désignés comme chefs de groupe, qui, pour obtenir la protection des SS, exerçaient une brutalité encore plus impitoyable contre leurs propres détenus. Goeth encourageait cette dynamique, semant la méfiance parmi les prisonniers et fragmentant toute possibilité de résistance organisée. De plus, le camp disposait d'une équipe spéciale de femmes SS, dont certaines figures tristement célèbres comme Ruth Calder, la propre amante de Goeth. Ces femmes n'étaient pas de simples spectatrices, elles participaient activement aux coups, aux humiliations et à l'administration de la terreur. Le sadisme était partagé, célébré, institutionnalisé. Goeth n'était pas seulement un meurtrier, il était aussi corrompu. Il utilisait le camp comme une source personnelle de richesse. Il s'appropriait les biens confisqués, les bijoux et les effets personnels des prisonniers, et vendait les biens expropriés au marché noir. À Płaczów, pillage et meurtre allaient de pair. L'un des épisodes les plus terrifiants fut la création des fosses d'exécution sur une colline appelée Ujowa. Gorka, nom que les prisonniers tiraient avec humour d'un mot polonais vulgaire, était une tranchée creusée où des milliers de Juifs étaient fusillés en groupe. Goeth assistait souvent à ces massacres en silence, fumant, accompagné de son chien Ralph, un Doberman dressé pour attaquer les prisonniers avec férocité. Bien que Goeth appréciât ces bains de sang, il n'était pas un boucher brutal, les exécutions étaient méticuleuses et prudentes à sa manière.
Les condamnés étaient contraints de se déshabiller, de s'agenouiller devant les fosses, puis d'être abattus d'une balle dans la nuque. Les corps étaient poussés dans la fosse et partiellement recouverts jusqu'à la prochaine fournée. Selon certaines sources, selon certains survivants de Plaszow, on pouvait sentir la terre trembler plusieurs jours après la fusillade, à cause des mouvements des corps encore vivants. Cependant, Plaszow n'était pas complètement invisible. Certains Allemands de la région, des citoyens ordinaires, savaient, ou du moins avaient entendu des rumeurs sur ce qui s'y passait. Ils entendaient les coups de feu, voyaient les colonnes de fumée et savaient qu'entre ces barbelés, l'humanité était impossible. Mais la peur, l'indifférence ou la complicité les empêchèrent de parler. Malgré cela, des actes de bravoure se produisirent au sein du camp. Le plus célèbre fut celui de l'homme d'affaires allemand Oskar Schindler, qui, après être entré en contact avec Plaszow dans le cadre d'affaires liées au travail forcé, entreprit de protéger ses ouvriers juifs, les transférant dans son usine et sauvant finalement plus d'1 millier de vies. La relation entre Schindler et Goethe était tendue, ambiguë, mais cruciale pour de nombreux survivants. Tandis que Goethe semait la terreur, Schindler, dans l'ombre, tissait une toile de survie. Deux visages opposés au sein d'un même système de mort. Le régime nazi considérait Goethe comme un commandant efficace. La production augmentait. Les exécutions maintenaient l'ordre et le camp était épargné par les émeutes. Mais en 1944, la situation commença à changer. Après la défaite allemande à Stalingrad et l'avancée soviétique vers l'ouest, les crimes de guerre commencèrent à inquiéter même les dirigeants nazis. Goethe fit l'objet d'une enquête de la part de l'Office central de la SS pour corruption, détournement de biens du Reich et traitement excessivement cruel des prisonniers, une ironie glaçante pour un régime qui institutionnalisait l'extermination. Bien qu'il ne fût jamais jugé pour ses accusations par le Troisième Reich en raison de l'effondrement imminent de la guerre, son pouvoir commença à décliner. Fin 1944, Plaszow fut évacué. De nombreux prisonniers furent envoyés à Auschwitz, d'autres exécutés pour ne laisser aucun témoin. Goethe fut arrêté par les mêmes SS en septembre de la même année et placé en détention provisoire. Ironiquement, l'homme qui incarnait l'horreur absolue tomba sous le charme d'un système qui volait tout. Le camp de Plaszow fut démantelé, les preuves détruites et les fosses exhumées pour brûler les corps, effacer les traces et réduire les morts au silence. Mais les témoignages des survivants, les images, les archives et la mémoire collective allaient garantir que l'horreur ne soit pas oubliée. Goethe a laissé derrière lui un héritage de cruauté qui choque encore le monde. Mais la justice l'attendait, au-delà des frontières du Reich, au-delà des barreaux de sa cellule provisoire. L'histoire, désormais, se dirigeait vers le tribunal. Aux confins du Reich, la capture et le procès d'Eymann par les SS Goethe pour son extrême brutalité et sa corruption. La machine de mort qu'émane le leadership de Goethe à Plaszow ne fut pas affaiblie par le moral, mais par l'effondrement militaire. À partir de 1944, la guerre prit un tournant décisif, irréversible face au Troisième Reich. L'avancée soviétique depuis l'Est, implacable et brutale, dévora le territoire allemand, et les villes de la Grande Allemagne brûlèrent sous les bombardements alliés. La victoire promise par Adolf Hitler se transforma en une longue agonie. Dans cette spirale de chaos et de désintégration, Amon Goethe perdit son pouvoir. Il n'était plus le seigneur tout-puissant du camp. Il avait été arrêté par ses propres camarades SS. Le Reich l'accusait non pas de ses meurtres, ni de sa brutalité, mais d'avoir volé l'or, les bijoux et les biens juifs qui, selon le protocole nazi, appartenaient à l'État. Il avait franchi une ligne invisible dans la hiérarchie des pillards. Goethe, le tueur efficace, devint un problème administratif. Il a été emprisonné dans une prison à Bad Tölz, Bavière. L'uniforme noir SS, les emblèmes, les décorations et les privilèges furent abandonnés. Son arrogance, cependant, demeura intacte. Goethe ne manifesta aucun remords. Dans ses déclarations, il continua de justifier ses actes par les devoirs de sa fonction. Selon lui, la terreur était nécessaire au maintien de l'ordre.
Les exécutions arbitraires n'étaient pas des crimes, mais plutôt des mesures disciplinaires. Mais le Reich ne pouvait plus protéger ses bourreaux. La Wehrmacht battait en retraite, les défenses s'effondraient et l'encerclement soviétique se resserrait. En avril 1945, Hitler se suicida dans son bunker de Berlin. Avec sa mort, le système nazi implosa. Les villes allemandes, réduites en ruines, tombèrent sous le contrôle des Alliés. Et les hommes qui avaient soutenu le régime, un à un, furent capturés. Goethe était encore en prison lorsque les forces américaines arrivèrent dans la région. Il fut officiellement arrêté par l'armée américaine qui disposait déjà d'informations sur son passé à Cracovie grâce aux témoignages de survivants, aux documents retrouvés et à la collaboration des premières agences judiciaires alliées. Ce n'était pas n'importe quel prisonnier. C'était une cible de choix, un symbole vivant de l'horreur nazie. Les Américains le transférèrent dans un camp de détention pour officiers SS. Là, il fut interrogé par des officiers alliés et des membres de la commission des crimes de guerre. Lors des interrogatoires, son attitude était cynique. Il qualifia les prisonniers juifs de « ennemis intérieurs » et nia avoir ordonné des exécutions arbitraires. Il affirma avoir suivi les ordres et exagéra ses mérites organisationnels. En réalité, il n'avoua jamais sa responsabilité personnelle, malgré les déclarations à son encontre qui s'accumulaient sur les bureaux des procureurs alliés. Les preuves étaient accablantes. À Cracovie, des dizaines de survivants, dont beaucoup ont été sauvés par Oskar Schindler, ont livré des témoignages précis, des noms, des dates et des détails qui ne laissaient place à aucun doute. Goethe était directement responsable de centaines d'exécutions sommaires. Il avait personnellement abattu hommes, femmes et enfants. Il avait dressé son chien à tuer. Il avait transformé Plaszow en un camp d'extermination officieux où la mort était dictée par le caprice. En 1946, lorsque s'ouvrirent les procès de Nuremberg, Goethe, toujours en détention. Il n'a pas été jugé là-bas, car son procès aurait eu lieu séparément en Pologne, le pays où ces crimes avaient été commis. Le gouvernement polonais, reconstruit sous l'occupation soviétique, avait un intérêt particulier à juger les coupables sur son territoire. La justice locale se préparait à un procès exemplaire. Amon Goethe fut remis aux autorités polonaises en 1946. La scène était symbolique. L'homme qui avait régné d'une main de fer sur des milliers de vies, qui avait décidé de l'existence de tant d'autres, était maintenant emmené en silence, menotté, humilié. Son arrogance n'était pas encore éteinte, mais son sort était scellé. Durant son emprisonnement à Cracovie, il attendit son procès pendant des mois. Les procureurs polonais rassemblèrent une quantité impressionnante de preuves, registres du camp, déclarations d'anciens SS, rapports de la résistance et, surtout, les témoignages de survivants. Des femmes, des hommes et des enfants, devenus adultes, qui se souvenaient de chaque geste, de chaque coup de feu, de chaque regard méprisant avec une précision chirurgicale. Le procès s'ouvrit en août 1946 devant la Cour suprême nationale de Pologne. Les accusations étaient claires et directes. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Goethe fut décrit comme un meurtrier cruel et sadique, directement responsable de la mort d'au moins 8000 personnes, bien que le nombre réel fût probablement bien plus élevé. Au cours du procès, des détails effrayants furent révélés. L'utilisation de chiens pour déchiqueter les prisonniers, les exécutions massives à Ujjowa, Gorka, les coups mortels, les châtiments collectifs, l'ordre de fusiller les enfants qui pleuraient trop. Il n'y avait aucune ambiguïté. Les témoignages prouvaient que la monstruosité de Plaszow n'était pas le fruit de la guerre, mais de la volonté personnelle de son commandant. Mais le procès lui-même allait être un événement décisif dans l'histoire de la Shoah. Le miroir du bourreau, le procès, la condamnation et l'exécution d'Amon Goethe, le bourreau de Plaszow. Septembre 1946. La ville de Cracovie, encore marquée par les blessures de l'occupation, se préparait à un événement qui condensait l'horreur d'années de barbarie en un seul visage. Goethe, le sinistre ancien commandant du camp de concentration de Plaszow, devait être jugé pour crimes contre l'humanité.
non pas dans le cadre d'un procès collectif, mais en tant qu'individu, comme symbole d'une époque de terreur. Ce n'était pas un procès ordinaire, c'était une confrontation directe entre la vérité et l'oubli, entre la justice naissante et le crime institutionnalisé. Le tribunal suprême national polonais, créé pour juger les principaux criminels de guerre nazis, s'est réuni en salle d'audience. Les preuves étaient abondantes, les témoignages convaincants et les documents irréfutables. Mais plus encore. Au-delà des documents, des archives allemandes, des ordres signés de Goethe, le plus bouleversant était la présence des témoins, des survivants de la terreur. Ceux qu'il avait vus un jour depuis les miradors, ou simplement depuis le balcon de sa maison, pointant son fusil Mauser sur eux, tandis que son berger allemand se léchait les babines à ses côtés, savourant le sang qui allait couler. Le visage de Goethe était gravé dans la mémoire collective de ceux qui avaient vécu à Plazow. Ce n'était pas un nom abstrait, mais un regard à travers la lunette d'un fusil, une voix donnant des ordres lascifs, un doigt pointé vers la mort. Lors des audiences, Goethe apparaissait en surpoids et le visage durci par la prison. Il portait des vêtements civils, sans aucune trace de son passé d'homme en uniforme. Il n'avait plus l'autorité d'un bourreau. Il était désormais un homme seul, entouré de juges, de procureurs, de journalistes et de victimes. Les accusations étaient claires et précises. Il était accusé de massacre de prisonniers, de torture systématique, de réduction en esclavage de milliers de personnes, d'exécution sans procès, de recours délibéré à la violence pour semer la terreur, de complicité directe dans l'extermination du ghetto de Cracovie et de déportation de Juifs vers Auschwitz. Le procureur principal, Tadeusz Cyprien, présenta un dossier convaincant. Il citait des rapports allemands, la correspondance entre Goethe et ses supérieurs, ainsi que les témoignages saisissants de survivants. Le portrait qui en ressortait était celui d'un sadique efficace, un homme qui avait fait du meurtre non seulement une routine administrative, mais aussi un plaisir personnel. Goethe, pour sa part, tenta d'adopter l'attitude d'un fonctionnaire obéissant. Il affirma n'avoir fait qu'obéir aux ordres, n'ayant jamais agi de sa propre initiative. Il nia avoir personnellement tué des prisonniers et affirma même avoir tenté de maintenir la discipline dans des circonstances difficiles. Mais chacun de ses propos fut contredit par un témoignage accablant. L'un des témoins les plus choquants fut Hélène Jonas Rosenzweig, l'une des domestiques contraintes de travailler dans sa villa, à l'intérieur du camp. D'une voix tremblante mais assurée, elle raconta comment elle avait vu Goethe tirer sur des femmes et des enfants depuis son balcon, comment il avait ordonné des châtiments arbitraires et comment il avait dressé ses chiens à mutiler les prisonniers. D'autres témoins ont décrit les exécutions massives sur la colline de Ujowa, Gorka, où des milliers de personnes furent assassinées de sang-froid. Certains le virent ordonner l'exécution de personnes âgées incapables de suivre le rythme des marches forcées. Les détails étaient si précis, si nombreux, qu'il n'y avait aucune place pour le doute. Le procès fut public et largement couvert par la presse polonaise et internationale. Les Polonais voyaient en Goethe non seulement un meurtrier de Juifs, mais aussi un occupant brutal qui avait semé la terreur dans sa propre ville. Sur les bancs du tribunal, les survivants de Plazow étaient assis aux côtés de citoyens ordinaires, écoutant, pleurant en silence, attendant que justice soit faite. Lorsque vint le moment du verdict, l'audience était pesante. Le tribunal a déclaré Amon Goethe fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Non pas pour des raisons politiques, mais sur la base de preuves accablantes. La sentence était claire et définitive, la mort par pendaison. Le verdict fut accueilli dans un silence pesant. Il n'y eut ni applaudissements, ni célébration, seulement un sentiment de clôture, une justice minimale dans un océan de souffrance qu'aucune condamnation ne pouvait inverser. Le gouvernement polonais décida que l'exécution serait publique, non pas comme un spectacle de vengeance, mais comme un acte pédagogique, pour que les gens se souviennent, pour que les victimes voient que l'impunité n'avait pas gagné. La cour de la prison de Montelupich à Cracovie fut choisie.
le même bâtiment où tant de prisonniers avaient été torturés par la Gestapo et où Goethe lui-même avait envoyé des centaines de personnes à la mort. Le 13 septembre 1946, le bourreau monta sur l'échafaud avec une précision mécanique. Goethe fut conduit à la potence. Dans ses derniers instants, il ne manifesta aucune émotion. Il ne demanda pas pardon. Il ne s'adressa pas à l'assistance. Il fixa les vides avec défi et murmura quelques mots dont le contenu ne fut jamais révélé. Le piège se déclencha. Le corps tomba. La corde fit son effet. Un caméraman a filmé la scène. Le gouvernement a ordonné que les images soient conservées comme preuve de justice. Les images montrent un homme tombé sans honneur, sans gloire. Un symbole du mal réduit à l'état de poussière humaine. Le bourreau de Plazow fut enterré dans une tombe anonyme, loin des marbres et des croix qu'il n'avait jamais offerts à ses victimes. Mais ni l'exécution, ni la condamnation, ni l'oubli du temps ne purent effacer l'horreur incarnée par Goethe. Le camp de Plaszow, démoli par les nazis en retraite, fut réduit à un désert jonché d'ossements. Et pourtant, le procès servit d'acte de mémoire. Avec la pendaison, l'histoire de cet homme prit fin, mais pas son héritage. Des décennies plus tard, alors que l'histoire semblait figée dans les livres, un nouveau chapitre allait s'ouvrir, venu d'une source inattendue. La fille d'Aemon, Goethe. Une femme qui grandirait en ignorant l'ombre de son nom de famille, jusqu'à ce qu'elle découvre que son père n'était pas un héros de guerre, comme on le lui avait dit, mais l'un des pires criminels du XXe siècle. Ainsi, l'histoire du commandant de Plaszow prendrait un nouveau tournant. Non plus du banc des accusés, mais du cœur d'une fille en quête de réponse. La famille du monstre, l'histoire d'amour entre Goethe et un garde de Plaszow, et la recherche de la fille qu'ils ont eue ensemble. Camp de concentration de Plaszow, au milieu des barbelés, des cris et des exécutions, se dressait une villa à 2 étages avec un jardin. Depuis son balcon, Amon Goethe observait la campagne tel un roi depuis son trône. Mais cette maison, témoin de tant d'horreurs, il nourrissait aussi une histoire intime, trouble et contradictoire, celle de son histoire d'amour avec Ruth Irene Calder. Elle était jeune, séduisante et extravertie. Elle avait travaillé comme esthéticienne et actrice occasionnelle avant de rencontrer Goethe. Lorsque leurs chemins se croisèrent, Ruth fut captivée par son attitude, son uniforme impeccable et son aura de pouvoir. Pour elle, le commandant de Plaszow était un homme sophistiqué, passionné et influent. Une aubaine, comme on disait à l'époque. L'uniforme nazi, qui glaçait tant de gens, était pour Ruth un symbole de sécurité et de prestige. On ignore comment ils se sont rencontrés, mais en 1943, Ruth vivait déjà avec Goethe dans la villa de campagne. Leur relation n'était pas secrète. Les visites d'officiers allemands à la maison, les dîners et les photos souriantes qu'ils prenaient l'un de l'autre dans le jardin témoignent d'une vie domestique apparemment normale à quelques mètres de l'extermination. Pour Ruth, cette expérience était presque cinématographique. La guerre restait hors des murs de la maison. Goethe la comblait de cadeaux, l'emmenait se promener dans Cracovie et lui offrait un luxe inaccessible à la plupart. Elle, quant à elle, prenait soin de lui avec tendresse. Elle s'occupait de la maison, décorait les pièces, ignorait, ou, comme le soulignent certains historiens, encourageait, ce qui se passait à quelques mètres de là, dans les baraquements du camp. Les témoignages des survivants concordent sur un fait troublant. Ruth assistait aux exécutions. Elle était présente lorsque Goethe organisait les châtiments et se déplaçait librement dans le camp. Certains rapportent l'avoir vu déambuler parmi les prisonniers affamés, vêtus d'un manteau de fourrure. Selon Hélène Jonas Rosenzweig, Ruth aurait ri lorsque son amant aurait tiré depuis le balcon. Pour beaucoup, ce rire reste gravé dans leur mémoire, témoignant du mépris total pour la vie humaine qu'elle partageait avec Goethe. Mais l'histoire n'a pas pu clarifier si elle était complice ou spectatrice passive des crimes brutaux de son amant. La justice, au moins, ne la condamna pas comme elle l'avait fait pour Goethe. Cependant, il est rapporté que Ruth n'a jamais renoncé à cet amour. Après la guerre, lorsque Goethe fut capturé,
Ruth retourna en Allemagne. Elle était enceinte. En novembre 1945, elle donna naissance à une fille, Monika. Le père, désormais aux mains de la justice polonaise, ne connut jamais sa fille. Il fut exécuté alors que Monika avait à peine 1 an. Monika Goethe est née en novembre 1945 à Bad Tölz, en Bavière. Sa mère, Ruth Irene Calder, avait été l'amante de Goethe et vivait avec lui dans la villa de la campagne de Plazow, où il faisait régner la terreur. Monika naquit alors que son père était déjà en prison. Elle avait à peine 1 an lorsqu'il fut exécuté. Elle ne le rencontra jamais, ne l'entendit jamais parler, ne le vit jamais marcher. Et pourtant, sa présence allait occuper toute son existence. Pendant des années, Monika grandit avec une image déformée de son père. Sa mère, une femme élégante aux manières raffinées, ne lui parla jamais de l'horreur. Au contraire, il parlait d'Ammon comme d'un grand homme, d'un patriote ou d'un héros tragique, méconnu de l'histoire. Chez lui, il y avait des photos de lui en uniforme, des médailles et des souvenirs précieusement conservés. Tout cela raconté avec affection et déni. Monika a été élevée dans un mensonge qui a surpassé la vérité. Son nom de famille était une plaie ouverte. À l'école, lorsque les autres enfants apprenaient son nom, ils chuchotaient et évitaient tout contact, mais la jeune fille ne comprenait pas pourquoi. La mère de Monika était profondément fidèle à la mémoire de Goethe et n'a jamais renoncé à son passé. Même après le procès, elle l'a défendu. Pour Ruth Calder, les procès de Nuremberg et de Cracovie étaient une farce politique. Elle n'a jamais accepté la responsabilité. Elle a nié les atrocités. Elle a déclaré que les histoires sur Plazow étaient des exagérations, de la propagande alliée. Lorsque Monika s'enquit de son père, sa mère répondit évasivement. « Ne crois pas tout ce qu'on dit », répéta-t-elle. Monika se souvenait qu'elle lui disait toujours « Il a fait ce qu'il devait faire, il était courageux ». Mais dans l'Allemagne d'après-guerre, la vérité ne pouvait rester cachée éternellement. Dans les années 1970, alors que Monika était déjà une jeune adulte, elle commença à regarder des documentaires, à lire des livres et à retrouver son nom de famille dans des archives, des photographies et des témoignages de survivants. Elle découvrit que son père n'était pas seulement un officier nazi. Il était l'un des commandants les plus brutaux des camps de concentration, surnommé le bourreau de Plazow, symbole du mal et synonyme du génocide systématique du Troisième Reich. La confrontation avec la réalité fut dévastatrice pour la jeune fille. Monika a sombré dans une profonde crise émotionnelle. Pendant des années, elle a lutté contre des sentiments contradictoires. L'amour filial pour une figure absente, la répulsion pour ses crimes, la honte de porter son sang. Elle se sentait coupable, même si elle savait n'avoir commis aucun crime. Le nom de famille Goethe était un lourd fardeau et c'est pourquoi elle l'a changé légalement. Elle ne voulait pas que ses enfants héritent de ce fardeau, mais effacer le nom ne suffisait pas. Elle voulait comprendre le passé de sa famille. Elle voulait rencontrer ceux qui avaient survécu, savoir de ses propres yeux ce que son père avait fait exactement. Quel genre d'homme il avait vraiment été? Ce chemin l'a conduite, des décennies plus tard, à une décision extraordinaire. Rencontrer Hélène Jonas Rosenzweig, l'une des esclaves qui travaillait comme servante dans le village de Heymon. Goethe, pendant les pires années du camp de Plazow. La rencontre, immortalisée dans le documentaire Inhéritance de 2006, réalisé par James Moll, fut aussi tendue que profondément humaine. Monika demanda humblement à Hélène de tout lui raconter. Elle voulait entendre l'horreur de ses propres yeux, non pas comme une punition, mais comme un acte de responsabilité. Au début, Hélène refusait de rencontrer la fille de l'homme qui avait terrorisé sa jeunesse. Elle eut du mal à séparer Goethe de Monika, mais elle accepta, persuadée que cette rencontre l'aiderait peut-être aussi à mettre fin à un cycle. Elle pouvait parler au nom de ceux qui ne pouvaient plus parler. Le documentaire montrait le moment où les deux femmes se rencontrèrent au même endroit où tout avait commencé, la villa de Goethe, toujours debout aux abords de Cracovie, d'où il avait abattu des centaines de personnes au cours des matinées. Hélène tremblait et Monika pleurait. À cet instant, elle n'était
pas l'agresseur et la victime. Elles étaient deux vies traversées par la même tragédie, de part et d'autre de l'abîme. Monica écoutait sans interrompre. Hélène parlait de la terreur de vivre sous les ordres d'un homme capable de tuer par ennui, de la façon dont elle dressait ses chiens à attaquer les prisonniers, de la façon dont elle tirait depuis son balcon. Elle décrivait le bruit du fusil, la peur constante, les corps dans le camp. « Je ne suis pas venue demander pardon, » dit Monica. « Je suis venue demander la vérité. Parce que je ne peux pas changer le passé, mais je peux vivre honnêtement. » Hélène, le visage endurci par les années et la douleur, la serra dans ses bras. Non pas comme une réconciliation facile, mais comme une expression d'humanité face à l'insupportable. La vie de Monica changea avec cette rencontre. Elle commença à donner des conférences dans les écoles, racontant son histoire, non pas comme la fille de Goethe, mais comme une femme qui choisit d'affronter l'horreur de ses origines. Malgré les critiques et le rejet de certains milieux en Allemagne qui préféraient le silence, elle devint une figure emblématique du combat pour la mémoire et la vérité. Elle expliqua que son histoire n'était pas une question de pardon, mais de responsabilité, que les enfants n'héritent pas de la culpabilité, mais qu'ils héritent de l'obligation morale de ne pas se taire. Monica Hertwig continue de vivre avec les cicatrices d'un nom de famille qui a marqué le XXe siècle. Son histoire ne rédempte pas son père. Elle ne cherche pas à effacer ses crimes, mais elle offre une leçon puissante. Même dans les ténèbres les plus profondes, il peut y avoir un acte de conscience, d'humilité, d'humanité. L'histoire de Ammon. L'histoire de Goethe ne s'arrête pas avec sa pendaison. Elle s'achève peut-être avec le geste silencieux de sa fille, déposant une pierre à la mémoire des victimes de Plaszow. Car dans ce geste, bien que petit et fragile d'une immense ampleur, se trouve inscrite une phrase qui ne fut jamais prononcée lors de son procès. « Ce que mon père a fait est impardonnable, mais je ne répéterai pas son silence. » Washed Blood, Jennifer Teege, la petite fille métisse de Amon Goeth, aurait détesté ça. À 38 ans, Jennifer Teege, une Allemande noire, découvre que son grand-père est Amon Goeth, commandant du camp de concentration de Plaszow, un personnage devenu célèbre grâce au rôle du méchant dans le film La liste de Schindler. Mesurant 1,98 m, métisse et germanophone, Jennifer Teege se distinguait nettement des autres étudiants de l'université de Tel Aviv au début des années 90. Jennifer elle-même ne savait pas encore à quel point elle était différente. Elle allait bientôt découvrir qu'elle était la petite fille d'un meurtrier de masse nazi. Les premières années de Jennifer Teege furent difficiles. Sa mère, Monica, était allemande. Goethe s'est éloigné de son père nigérian lorsque Jennifer est née en 1970, avec des difficultés. Aux prises avec des difficultés financières et souffrant de dépression, Monica l'a laissée à l'orphelinat catholique local à l'âge d'1 mois. Monica et sa mère, Ruth Irene Calder, lui rendèrent visite occasionnellement, mais ne lui témoignaient que peu d'affection. Les visites ont diminué lorsque Jennifer a été placée en famille d'accueil à l'âge de 3 ans et ont complètement cessé après son adoption à 7 ans. Ses nouveaux parents refusaient de laisser Monica, qui vivait dans un mariage violent, ruiner sa vie. Jennifer ne reverra sa mère qu'à 20 ans. Durant cette période, elle grandit dans un foyer stable de la classe moyenne. Le rejet de sa mère biologique fut un coup dur pour elle, et elle se sentit humiliée lorsque d'autres enfants remettaient en question sa couleur de peau. Mais Jennifer était une survivante, douée d'intelligence et de combativité, et soutenue par sa famille, elle surmonta sa propre dépression au début de la vingtaine et étudia à la Sorbonne. Son séjour à Paris prit fin de manière inattendue lorsqu'un ami israélien l'invita à passer des vacances chez ses parents. En Israël, Jennifer s'est entourée d'amis juifs et a adoré chaque instant de son séjour là-bas à tel point qu'elle n'a pas voulu partir, et elle ne l'a pas fait. Par ce qu'elle a appelé un coup du sort, elle a fait la grasse matinée le matin de son retour et a raté son avion. De fil en aiguille, avec son petit ami israélien à ses côtés, elle a décidé de rester en Israël.
Elle a passé les 4 années suivantes à l'université de Tel Aviv, où elle a obtenu un diplôme en études moyen-orientales et africaines et a appris à parler couramment l'hébreu. Bien sûr, Jennifer connaissait l'histoire de la Shoah et de l'Allemagne du début du XXe siècle. Mais pourtant, il ne s'attendait pas à ce qui allait arriver dans sa vie. La sortie du film « La liste de Schindler » en Israël, Jennifer est allée le voir avec ses amis et son compagnon. Elle se souvient, c'était choquant, horrifiant, mais je m'identifiais à elle en tant que personne, pas en tant qu'Allemande. Jennifer ignorait totalement qu'Aemon, l'ennemi juré de l'histoire, Goethe, le boucher de Plassau, lui était apparenté. Jennifer portait le nom de famille de ses parents adoptifs et n'avait aucune raison de se douter de quoi que ce soit. Pourtant, plus de 10 ans plus tard, Jennifer Tige menait une vie bien remplie à Hambourg, avec un mari dévoué, 2 jeunes enfants et un bon emploi. À 38 ans, alors qu'elle parcourait une grande bibliothèque de sa ville natale, le destin la conduisit à la vérité qui se dévoilait sous ses yeux. Jennifer fut attirée par un mince livre rouge au titre étrange. « Je dois aimer mon père, n'est-ce pas ?» Sans savoir pourquoi, le livre attira son attention. Après l'avoir feuilleté, Jennifer eut la réponse. Le livre avait été coécrit par la fille de Aemon, l'un des meurtriers les plus célèbres de l'Allemagne nazie. Amon Goeth, la commandante du camp de concentration de Plazow, le méchant de la liste de Schindler qui l'avait horrifié. Jennifer consulta la biographie de cette femme à la fin du livre et ses pires craintes se confirmèrent. L'auteur était sa mère biologique. Monika Hertwig, la fille biologique du nazi, et le livre était un voyage personnel pour accepter cette réalité. Jennifer était choquée. Parmi Goethe était son grand-père. Un grand-père qui était un monstre hideux. Plus tard dans la journée, la télévision allemande diffusait un documentaire de PBS intitulé « Inheritance », mettant en scène Monika et Helen Jonas Rosenzweig, une domestique juive soumise à la barbarie goethéenne. C'était trop dur à gérer et Jennifer s'est effondrée. Elle a retombé dans la dépression qui l'avait rongée des années auparavant. Incapable d'affronter le monde, ses amis juifs et surtout elle-même, elle ne voyait que l'obscurité. Avec le soutien de sa famille, Jennifer a dû suivre des mois de thérapie et d'introspection profonde avant de pouvoir se libérer de son cocon de colère, de chagrin et de culpabilité. Elle a décidé de se rendre à Plassau, où son grand-père avait causé la mort de milliers de Juifs. Elle s'est rendue en Israël et a parlé avec des survivants de l'Holocauste. Elle a rendu visite à sa mère, dont elle avait été éloignée pendant si longtemps, et a entendu l'amère vérité sur sa grand-mère, Ruth Irene Calder, qui était la maîtresse de Goethe, dans sa villa de Plassau. Elle a constamment nié les méfaits de Goethe jusqu'à ses derniers jours. En 2013, dans le cadre de son processus de guérison, Jennifer a écrit un mémoire relatant son expérience, intitulé « Mon grand-père m'aurait tiré dessus », faisant référence à la réaction possible d'Aemon Goethe face à une Nigériane. Pour Jennifer, responsabilité n'est pas synonyme de culpabilité. Si elle reconnaît la gravité des actes de ses ancêtres, elle a fini par comprendre qu'elle n'est pas responsable de leurs péchés. Dans ses mémoires, elle affirme « Il n'y a pas de gène nazi. Nous pouvons décider nous-mêmes qui et ce que nous voulons être. » Le nazi le plus célèbre du cinéma, l'héritage d'Amon, le gothique dans le cinéma et la culture populaire. Le nom d'Amon Goeth aurait pu disparaître dans les archives judiciaires, réduit à une simple note de bas de page sur la longue liste des criminels nazis. Mais il n'en fut rien. Des décennies après son exécution, son image refit surface dans la culture populaire, dans les livres d'histoire et surtout au cinéma. C'est sur grand écran que le visage du bourreau de Plassau prit une nouvelle dimension, celui d'un symbole universel du mal. Tout changea en 1993. Cette année-là, Steven Spielberg sort La liste de Schindler, un film qui brise les barrières émotionnelles et narratives autour de l'Holocauste. Inspiré de faits réels, le film suit l'histoire de Oskar Schindler, l'industriel allemand, qui a sauvé plus d'1 millier de Juifs pendant la guerre.
Mais parmi les personnages qui peuplent le film, un se distingue par son intensité troublante, Amon, Goethe. Incarné avec brio par Ralph Fiennes, Goethe incarne le commandant du camp de Plaszow, un homme cruel et imprévisible qui assassine depuis le balcon de sa villa comme s'il choisissait une cible au hasard. L'image est brutale, stylisée, mais fidèle au témoignage. Sa silhouette domine l'écran avec un mélange de banalité et le sadisme. Il ne hurle pas comme une caricature, il ne se cache pas derrière l'hystérie, il est froid, méthodique, humain dans sa déshumanisation. La performance de Fiennes était si puissante que Spielberg, de son propre aveu, se sentait physiquement mal pendant certaines scènes. Les critiques étaient unanimes, c'était l'un des portraits les plus dérangeants d'un criminel nazi jamais tourné. Le personnage de Goethe a non seulement été récompensé par une nomination aux Oscars, mais il est également resté gravé dans l'esprit de millions de spectateurs. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils entendaient le nom de Amon, Goethe. Mais pour les survivants de Plaszow, c'était un rappel douloureusement juste. Hélène Jonas Rosenzweig, après avoir vu le film, a déclaré que voir Fiennes, c'était comme voir Goethe revenir à la vie. La ressemblance physique, les manières, l'attitude, tout concordait. Le cinéma n'a pas seulement ressuscité la figure de Goethe, il l'a élargie, il l'a transformée en symbole. Mais ce pouvoir symbolique a suscité des débats. Certains historiens et critiques ont mis en garde contre le risque d'esthétiser l'horreur, de transformer des figures monstrueuses en icônes cinématographiques. Le mal de Goethe, interprété par un acteur charismatique, pouvait susciter une dangereuse fascination. D'autres, en revanche, ont soutenu que représenter le mal de manière crue était un moyen de sensibiliser. Au-delà du cinéma, Goethe a fait l'objet d'études universitaires, d'essais, de biographies et de documentaires. Son histoire a été racontée sous différents angles, celui d'un criminel de guerre, celui d'un fonctionnaire nazi et celui d'un sadique ordinaire. Certains l'ont interprété comme le produit d'un système, d'autres comme un psychopathe trouvant dans le nazisme la parfaite justification de ses pulsions. Dans tous les cas, sa figure est le miroir d'une époque où l'impensable est devenu une routine et où tuer a cessé d'être l'exception pour devenir une méthode. Se trouvait autrefois le camp de Plaszow. Le site a été transformé en mémorial. Point de reconstitution ni de musée ostentatoire. Juste une colline avec des plaques, un monument sobre et des vestiges épars de l'horreur. Au sommet, une statue de granit commémore les victimes, sans nom ni liste. Aucune mention de Goethe, point. Mais sa présence se fait sentir dans le vide, dans l'écho, dans le lourd silence qui enveloppe encore ce lieu. Le site ne cherche pas à se souvenir du criminel. Il cherche à se souvenir de ceux qui ont souffert. Le nom de Goethe demeure un fardeau. Aucune rue, aucune place, aucune plaque commémorative ne lui est dédiée. Sa mémoire est taboue. Pourtant, son cas a été intégré à de nombreux supports pédagogiques sur la Shoah. Les écoles allemandes enseignent l'histoire de Plaszow. Le procès de Cracovie est analysé. Le dilemme entre obéissance aveugle et responsabilité individuelle est abordé. En ce sens, Goethe n'est pas un héros déchu, mais un avertissement vivant. Dans les musées de l'Holocauste, en Israël, aux États-Unis et en Europe, son nom apparaît sur des photographies, des documents et des vidéos. Son histoire est intimement liée à celle de Oskar Schindler, son pendant non racheté. L'un a sauvé des vies, l'autre s'est délecté à les prendre. Deux Allemands, deux choix de vie, deux héritages contrastés. L'impact de Goethe sur la mémoire collective ne réside pas seulement dans ses crimes, mais dans le contraste qu'il représente. Il est le visage de ce qui se produit lorsque le pouvoir est exercé sans humanité, lorsque l'idéologie justifie la cruauté, lorsque l'individu renonce à la morale pour obéir au système. C'est un rappel que le mal ne hurle pas toujours, parfois il murmure. Parfois il porte un uniforme, signe des papiers, sourit à la caméra. Et quand cela arrive, la mémoire ne peut s'endormir. Aujourd'hui, à une époque où la rhétorique extrémiste refait surface, où le négationnisme menace les faits et où l'histoire est banalisée,
nous devons nous souvenir de figures comme Aemon. Goethe n'est pas morbide, c'est nécessaire. Non pas pour le vénérer, mais pour éviter de répéter le silence qu'il a rendu possible.